Il est 20 h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. Une délégation du cadre de concertation des partis politiques avec à sa tête Adama Kanazoué de l'Agir est allée rendre une visite de courtoisie à Roch-Marc Christian Kaboré à 3 jours de son investiture. Le point dans cette édition. Deux projets de loi, tous deux ayant pour objet la loi de finances, ont été examinés par les députés du Conseil national de la transition. Ce matin, l'université de Ouagadougou a été rebaptisée du nom du premier Africain agrégé en histoire, le professeur Joseph Kizerbo. Qui est-il et quelle est la part de son œuvre dans l'éveil des consciences? Plusieurs Burkinabés donnent leur opinion de l'homme et de son œuvre dans ce journal. Bienvenue aux 20 h de Burkina Info. Une délégation du cadre de concertation des partis politiques avec à sa tête Adama Kanazoué de l'Agir, président du mois du cadre, est allé rendre une visite de courtoisie à Roch-Marc Christian Kaboré à 3 jours de son investiture. Il s'est agi pour la délégation de le féliciter pour son élection. Aussi, une visite est prévue le lundi 28 au président de l'UPC Zéphirin Diabré, Joël Zondi. Une délégation du cadre de concertation des partis politiques CCPP de l'ex-CEFOP a échangé avec le nouveau président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, au siège du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. La substance des échanges avec le chef de la délégation, Adama Kanazoué. Alors, il s'est agi aujourd'hui pour le cadre de concertation des partis politiques, qui est donc l'organisation qui a pris la suite de l'ex-CEFOP et qui regroupe la plupart des partis membres de l'ex-CEFOP, de rendre une visite de courtoisie au président élu, le président Roch-Marc Christian Kaboré, pour donc le féliciter pour sa brillante élection et lui traduire donc tous nos vœux de succès dans la mission difficile mais exaltante que le peuple burkinabé a bien voulu lui confier. À la suite du président élu, la délégation se rendra au siège de l'Union pour le progrès et le changement IPC pour rencontrer Zéphirin Diabré, arrivé en seconde position à la suite du scrutin du 29 novembre dernier. Et lundi à 16 h, nous serons au niveau donc de l'UPC pour également rencontrer le président Zéphirin Diabré, qui est également membre, dont le parti est également membre du CCCP, pour lui dire également nos félicitations pour le fair play électoral dont il a su faire preuve. C'est un esprit de fraternité, ce sont des combattants d'une même cause, celle de la démocratie, celle donc de la République, qui se retrouvent ici aujourd'hui pour se féliciter de l'épilogue qui a été celle donc de ces 13 mois de transition politique au Burkina Faso. Ce regroupement des partis de l'ex-CEFOP a vu le jour après l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Pour ce qui est de l'avenir de ce regroupement, au lendemain de l'arrivée d'un des membres du cadre au pouvoir, Adama Kanazoué confie. La question du CCCP, c'est une question qui sera traitée à la suite, donc, comme j'ai dit, des différentes positions qui seront celles des différents partis politiques membres. Donc le CCCP va forcément tirer les conséquences et n'ayez nul doute qu'en son temps, vous serez avisé. Le CCPP, dont le président du mois est Adama Kanazoué, a aussi rendu une visite de courtoisie à la présidente du Parti pour la démocratie et le changement PDC, de Saran Séré Sérémé, alitée depuis la fin de la campagne électorale du mois de novembre dernier. Dans le cœur de l'actualité, deux projets de loi ont été examinés au Conseil national de la transition. Il s'est agi du projet de loi des finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2015, et du projet de loi des finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2016. Le point avec Joël Zondi. Le Conseil national de la transition, en sa séance plénière du 26 décembre 2015, a examiné et adopté deux projets de loi relatifs aux lois de finances. Le premier dossier est relatif au projet de loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion de 2015. Ainsi, sur une prévision initiale de 1516 milliards 501 125 000 francs CFA, le niveau global de mobilisation des recettes en cette année 2015 s'établit à 1119 milliards 390 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 73,81%. Un taux de réalisation inférieur au taux repère qui est de 75%. Une baisse justifiée selon le rapporteur de la Commission des finances et du budget confirme, Adama Yiliboudo.
Son exécution se déroule dans un contexte peu favorable caractérisé, entre autres, par le contexte socio-politique tendu qui s'est encore fragilisé avec le coup d'État manqué de septembre 2015, la contre-performance des finances publiques avec la baisse des recettes et une faible exécution des dépenses d'investissement, les difficultés dans le secteur minier avec notamment l'arrêt de la production de manganèse, la montée de l'insécurité suite à l'attaque de la gendarmerie de Samorogoa et la menace djihadiste. Le deuxième dossier examiné par les députés de la transition est relatif au projet de loi des finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016. Selon le ministre en charge de l'économie et des finances, Jean-Gustave Sanon, il est important que les députés du CNT établissent ce budget avant la fin de la transition. Ce budget est examiné dans un contexte très particulier. Ce contexte est que la fin de l'année financière, d'une année financière donnée, et le début d'une autre année financière coïncident strictement avec la fin d'un régime et l'avènement d'un nouveau régime. Nous avons le devoir, l'impérieux devoir de continuer à assurer la fonction, la continuité de l'État, et c'est pourquoi nous avons élaboré ce budget. De notre point de vue, du point de vue du gouvernement, c'est une marque d'attachement, voilà, donc à la stabilité, à la continuité donc, de notre pays. Il faut noter que le troisième dossier à l'ordre du jour, relatif au projet de loi des finances rectificatif de la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2014, a été renvoyé à une date ultérieure. Deux députés nouvellement élus après l'élection du 29 novembre dernier sont tous les deux sous les verrous à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il s'agit de Lamine Bahiri du MPP incarcéré pour contentieux d'affaires avec ses partenaires étrangers et d'Amadou Tall, président du mouvement pour la démocratie en Afrique. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. À peine élus le 29 novembre dernier, de nouveaux députés appelés à siéger à la future Assemblée nationale font l'objet de poursuites judiciaires. Tous deux membres de partis politiques, incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako, seraient poursuivis pour des faits similaires. En effet, Lamine Bahiré, à l'occasion des élections législatives, était candidat sur la liste nationale du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Par ailleurs, homme d'affaires, c'est dans le cadre de ses activités qu'il serait dans le viseur de la justice. Selon les instances du parti, son arrestation est liée à un contentieux d'affaires qui l'opposerait à ses partenaires étrangers. Ce qui porte à croire que ses partenaires lui reprochent de ne pas faire preuve de transparence dans ses relations d'affaires. C'est dans ce type de relation que l'homme d'affaires Amadou Tall, président du Mouvement pour la démocratie en Afrique MDA, s'est retrouvé entre les murs de la Mako. Il est reproché aux députés nouvellement élus pour la première fois de sa jeune carrière politique de s'être rendu coupable d'escroquerie. Ces arrestations viennent interpeller les structures dirigeantes des partis politiques sur la moralité des personnes que ces partis investissent pour porter haut leur flambeau. Lorsque le chargé de communication du MPP affirme que le parti n'est pas au courant des dessous de l'affaire, ceci est déplorable. Les partis politiques ne devraient permettre à quiconque, pour quelque contribution financière ou humaine que ce soit, de les représenter auprès de l'électorat et à la face de tout le monde, au risque de voir ternir leur image. D'autant plus que pour le dernier incarcéré, l'individu est le président du parti. La moralité des dirigeants que le peuple s'apprête à élire doit être vérifiée auparavant. En tout état de cause, les deux hommes ne sont pas couverts par l'immunité. Ils ne sont pas officiellement installés. Mais du côté des juristes, un problème se poserait si les deux hommes prennent fonction tout en état incarcérés. Les savants du droit, pour trancher la situation qui naîtra, auront du pain sur la planche. Dans 2 jours, le mandat des ministres de la Transition prendra fin avec la démission du gouvernement. Du côté du ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme, le ministre René Bagoro se dit satisfait du résultat de la mission à eux confiée. Aussi, ne cache-t-il pas sa satisfaction quant à l'adoption du projet de loi portant bail à usage locatif. Le point avec Samba Kassile Traoré. La transition initiée après le départ de Blaise Compaoré, chercher du pouvoir à l'issue d'une insurrection tire vers sa fin. Chaque ministère s'attelle à faire son bilan, qui d'ailleurs était l'objet principal du dernier Conseil des ministres. Pour René Bagoro, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, le bilan de son ministère est satisfaisant car selon lui, l'objectif principal de tous les ministères pendant cette transition était d'amener le pays aux élections, chose faite. Le sentiment qui m'anime en ce moment est d'abord celui d'avoir servi ma nation
parce que nous avons été appelés à un moment où ce n'était pas facile. Nous avons traversé beaucoup de difficultés. Il y a eu certes des insuffisances, mais nous pensons avoir apporté notre contribution et surtout d'avoir pu organiser les élections dans un calme que tout le monde connaît sans contestation. Nous pensons en toute modestie avoir accompli notre mission avec les moyens du bord. Aussi, le ministre de l'Habitat dit se réjouir de l'adoption du projet de bail locatif proposé par son ministère, qui d'ailleurs lui tenait à cœur. Je m'en réjouis parce que ça a été une longue bataille, parce que ce n'était pas facile de faire la part entre les bailleurs et les locataires. Il fallait faire un équilibre, ce qui a fait d'ailleurs que ça a pris du temps. Mais nous sommes arrivés au bout et nous espérons que le futur gouvernement appliquera ces tests et qu'à l'application, s'il y a des insuffisances, ils pourront être corrigés. Mais nous sommes heureux d'avoir pu en tout cas donner ces tests parce que depuis le début de la transition, nous avons dit que nous tenons à faire ce test avant de partir et je pense que nous nous réjouissons d'avoir pu tenir parole. C'est un bilan satisfaisant que le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme dresse en cette fin de la mission du gouvernement de la transition, nous fait savoir René Bagoro. Page éducation dans ce journal. Une quarantaine d'années après la création de l'université de Ouagadougou le 19 avril 1974 avec 400 étudiants, l'université est rebaptisée Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, 9 ans après sa disparition et 11 jours après celle de son épouse Jacqueline Kizerbo. La cérémonie a eu lieu en présence du président du Faso et des membres de son gouvernement, ainsi que les familles, les membres de sa famille. Doumadie Guel Rodrigue. L'université de Ouaga 1 change de dénomination. Elle est baptisée l'Université Joseph Kizerbo. La cérémonie de baptême s'est déroulée ce 26 décembre 2015 en présence du président du Faso, des membres du gouvernement, des parents de la famille Kizerbo et du monde de l'enseignement. Pour le président de l'Université Ouaga 1, c'est la révalorisation d'une icône multidimensionnelle. Je suis ravi parce que, comme on vous l'a dit, c'est une icône intellectuelle, c'est une icône culturelle, c'est une icône politique. C'est un homme, c'est un Africain qui est engagé dans les indépendances, dans le développement endogène de l'Afrique. Donc pour nous, c'est un exemple de maître que nous devons suivre. Cependant, il mesure les défis qui les attendent. Cependant, nous sommes conscients aussi des défis. Le principal défi, c'est que nous espérons que la qualité de notre éducation, nos productions scientifiques et culturelles seront à la hauteur, sinon au-dessus du niveau de celle du professeur Kizerbo. Une reconnaissance bien méritée selon les étudiants en histoire et la famille du premier Africain agrégé en histoire. Une reconnaissance qui vraiment est tout à fait méritée, compte tenu de ce qu'il a à son actif, en changeant les paradigmes sur l'histoire de l'Afrique, sur toutes les mythes qui encombraient la perception de l'Afrique dans le monde. Il a changé cela de façon, du point de vue scientifique, du point de vue politique, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes très émus, très contents. Pensons que c'est un hommage mérité, non seulement à l'endroit du professeur, à l'endroit de sa femme qui vient de nous quitter il y a peu de temps, parce que c'est deux intellectuels qui ont cheminé ensemble. Et nous sommes également contents parce qu'au-delà de ces deux éminentes personnalités, c'est une revalorisation de la classe intellectuelle burkinabé. Voilà, parce que ce qui veut dire que tout travail intellectuel n'est jamais perdu. Il faut perdurer, il faut aller de l'avant et ça finit toujours par être récompensé. Le baptême de l'université Ouaga 1 intervient 40 ans après sa création et 2 semaines après la disparition de Jacqueline Kizerbo, épouse Joseph Kizerbo. Premier historien africain agrégé en histoire, Joseph Kizerbo a brillé dans le monde pour sa part contributive dans l'éveil des consciences. Que retenir de l'homme et de son œuvre? Des précisions dans ce reportage de Doumadie Guel Rodrigue. Grand intellectuel africain, premier historien agrégé en histoire, le professeur Joseph Kizerbo a été à l'origine de plusieurs luttes pour l'éveil des consciences et la libération des peuples africains. Pour pérenniser l'œuvre et les actions de l'homme, des organisations associatives et fondations ont vu le jour. Joseph Kizerbo, c'est l'intellectuel accompli. C'est celui-là qui aura passé toute sa vie à mener des combats justes et nobles dans le sens de la libération de l'homme noir. En ce sens que l'homme noir, l'Africain, tant que
tout ce que viendra comme modèle de développement qui ne sera pas conçu en Afrique ne peut pas forcément réussir. Pérenniser son œuvre et diffuser sa pensée, la mettre à la disposition du plus grand nombre, et la communauté scientifique et surtout des jeunes pour lesquels il s'est investi et pour lesquels il a laissé un message à la jeunesse africaine qui se termine par la phrase que vous connaissez maintenant, chaque génération a des pyramides à bâtir. Pour le vice-président de l'Association des historiens du Burkina, Joseph Kizerbo s'est illustré sur plusieurs plans. Au plan scientifique, je dirais que Kizerbo est le précurseur de ce qu'on appelle l'histoire militante. Parce que les Européens avaient écrit l'histoire de l'Afrique à l'envers, donc il fait partie donc de nos aînés qui ont réécrit l'histoire à l'endroit. C'est ça, restituer aux Africains leur vraie histoire, parce que jusqu'aux écrits de Kizerbo et d'Ibrahima Baba Kake, l'histoire africaine était perçue comme une annexe de l'histoire européenne à la faveur de la colonisation, que cette histoire-là était écrite. Alors au plan scientifique, toujours, comme je l'ai dit, il a été le précurseur de ceux qui ont harmonisé le système de l'enseignement à travers la création du CAMES, dont il est un des géniteurs. Au niveau politique, vous savez qu'il fait partie de la mouvance de ce qu'on appelle les hommes politiques ancrés à gauche. Pour lui, la vie de l'illustre homme politique, scientifique et culturel a eu un impact sur la nouvelle génération. L'image de Cheikh Anta Diop, je crois véritablement que Joseph Kizerbo a impacté positivement la jeune génération d'historiens. Il n'y a pratiquement pas de mémoire, de maîtrise ou de thèse que nous encadrons sans que les étudiants fassent recours à ces travaux à travers ces citations, à travers les maximes qu'il aimait si bien. Joseph Kizerbo demeure pour l'instant le plus célèbre intellectuel burkinabé mondialement connu. Il a consacré toute sa vie à la cause de l'Afrique pour lui trouver une place dans l'histoire universelle. En Afrique et au Burkina, pour honorer la mémoire de personnalités qui ont brillé par leur engagement envers leur pays, l'éveil des consciences, leur nom figure à jamais sur les écriteaux des universités, établissements et collèges. Allons à leur découverte avec Viviane Bama. Hommes de lettres ou politiques, nombreux sont les intellectuels africains ayant marqué leur temps. Des personnalités dont le mérite a longtemps été reconnu à travers l'Afrique et le monde tout entier. Pour rendre hommage, certains lieux, monuments ou institutions, particulièrement des écoles et universités, portent leur nom. Nous pouvons citer entre autres Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 et mort le 20 décembre 2001. Un poète, écrivain, homme politique sénégalais et premier président de la République du Sénégal, il fut aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. Léopold Sédar Senghor est l'un des pères fondateurs de la négritude. L'Université Senghor d'Alexandrie, officiellement dénommée Université internationale de la langue française au service du développement africain, a été créée à Alexandrie en 1990. Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923, mort le 7 février 1986. Historien, anthropologue, il est égyptologue et homme politique sénégalais. Il a mis l'accent sur l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Cheikh Anta Diop a cependant été un précurseur pour ce qui concerne l'importance de l'ancienneté de la place des Africains dans l'histoire, confirmée par les études actuelles. Une université au Sénégal porte aujourd'hui son nom. Nelson Mandela, dont le nom du clan tribal est Madiba, né le 18 juillet 1918 et mort le 5 décembre 2013, est un homme politique d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnalisé de ségrégation raciale avant de devenir le président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. À Ouagadougou, un lycée d'enseignement secondaire porte son nom. Marienne Gwabi est un officier et homme d'État congolais, né le 31 décembre 1938, mort assassiné le 18 mars 1977 à Brazzaville. Il a été président de la République du Congo. L'une de ses citations phares restera « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'en le lavant avec ton sang ». En plein cœur de la capitale burkinabé, au rond-point du 2 octobre, le lycée Marienne Gwabi a vu passer de nombreux intellectuels du pays.
À ne pas oublier également Kaboré Bev Zenda, connu sous le nom de Philippe Zenda Kaboré, né le 18 novembre 1920 et mort le 26 mai 1947 à l'âge de 26 ans. Il a été élu député de colonie au Parlement français. La dernière des universités africaines à être baptisée est l'université de Ouagadougou, qui porte désormais le nom de l'historien Joseph Kizerbo. Parlons à présent d'économie. Le franc CFA, monnaie officielle au Burkina, a 70 ans d'existence. Au regard des difficultés de transaction dans la sous-région pour les commerçants utilisant le franc CFA, beaucoup de Burkinabés appellent à l'adoption d'une monnaie fluctuante comme le Naira du Nigeria ou le Cedi ghanéen. Les avis avec Hassan Akro. 26 décembre 1945, 26 décembre 2015, le franc des colonies françaises d'Afrique, franc CFA, a 70 ans d'existence. 70 ans que cette monnaie est utilisée par 14 pays de la zone franc, dont les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec pour institut d'émission la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO et 6 pays de l'Afrique centrale avec la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. Une monnaie dont la valeur est aujourd'hui sujet à polémique, surtout du côté des commerçants qui font de l'import-export, à l'image de El Ayomar Kaboré qui souhaite le changement de cette monnaie car elle n'est pas une monnaie commerciale. C'est une monnaie stable, donc à tout moment confrontée à des échanges des autres grandes puissances qui fait que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est-à-dire que le CFA a toujours eu des problèmes. Parce que c'est une monnaie stable, alors que si vous voulez faire des échanges à tout moment, soit au niveau de l'échange vous tombez, soit au niveau de l'échange, la plupart c'est pas favori. Mais si c'était une monnaie indépendante de lui-même comme les autres pays qui le font, qui est une monnaie commerciale, là ça a l'air arranger le commerce, notre commerce. Même réaction chez le commerçant Issouf Tapsoba qui lui également juge que cette monnaie n'est pas économique au regard de son invariabilité. Bon, selon mon regard, si on pouvait changer les chiffres et puis avoir une monnaie de notre pays aussi, ça nous arrange. Parce que quand nous on sort du pays, par exemple, bon, je prends l'exemple de Ghana. J'ai pris le route de Ghana, ça vaut 5 à 7 années. Quand leur CIDI ça monte, ça nous arrange. Mais quand leur CIDI ça tombe, ça nous arrange pas. Par exemple, tu achètes quelque chose là-bas à 10 francs. Leur CIDI ça monte, ça descend. Ça devient minimum 15 francs. Or que toi tu as un prix fixe ici pour tes clients. Toi tu dois faire comme pour augmenter. Donc ça fait qu'on a des difficultés au niveau de cela. Vous voyez non? Même jusqu'à l'heure là, on a certaines marchandises, on vient, on vend. Mais on sait qu'on ne gagne pas. Mais tu te parles, qui va te croire? Face à cette situation, l'avenir du franc CFA est aujourd'hui sur la table de discussion des bailleurs de fonds et des institutions financières afin de trouver une monnaie qui répond aux aspirations de l'économie mondiale. Culture dans ce journal, plusieurs fois reporté, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu l'Assemblée générale ordinaire des ciné-clubs du Burkina. Pour Abibata Barry, présidente sortante, le bilan est assez positif. Le détail avec Viviane Bama. Burkina Faso, qui se tient après 2 reports consécutifs dus à la situation nationale. C'est un bilan assez positif qui a été dressé par la présidente sortante. Pendant le FESPACO, il y a des activités qui ont été menées par les clubs pour plus de visibilité au niveau des clubs, et également pour des activités visant à faire la formation des clubs avec les masterclass qui ont été organisées. La projection des films, avec la présence des réalisateurs ou de l'équipe technique, également les formations dans les différents métiers du cinéma, ainsi que la participation à des tournages, sur des tournages au Burkina, et ça fait partie également de leur formation. Il y a des ciné-clubs qui ont eu à réaliser des films, et il y a également la participation de ces clubs-là au niveau international des festivals pour faire en tout cas connaître le cinéma fait par les jeunes au Burkina Faso. Des activités menées tant bien que mal malgré les difficultés rencontrées. Il faut dire également que la fédération au niveau national souffre de manque de financement pour appuyer les activités, les actions quotidiennes de ces clubs-là qui souhaitent être équipés, avoir du matériel pour leurs différentes projections, avoir du matériel pour la réalisation de leurs films,
Voilà, également la disponibilité de certains parrains, voilà, pour les accompagner dans leurs activités. Donc. Dans tous les cas, la fédération s'est comptée sur son premier partenaire, qu'est le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le FESPACO. On l'a eu à le dire, l'équipe sortante là s'est battue et il y a eu quand même près d'une vingtaine de clubs qui sont installés au niveau du Burkina Faso et nous voulons vraiment les encourager et dire que nous restons à leur côté pour vraiment les aider. Parce que c'est vrai qu'on dit que faire une activité, ce n'est pas facile. Il y a toujours des embûches, il y a toujours des obstacles, mais il appartient aux hommes qui animent ces activités-là de revoir tout cela et de se remettre en cause pour aller de l'avant. Depuis sa création en 2008, la Fédération burkinabé des ciné-clubs regroupe 30 clubs à travers le Burkina. Leur rôle, former les plus jeunes pour assurer la relève dans la promotion du 7e art. Hors de chez nous, le Premier ministre béninois et candidat de la mouvance présidentielle à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, est sorti indemne du crash de l'hélicoptère qui le transportait ce matin à Djougou, dans l'extrême nord du pays. Rien n'a encore filtré des circonstances du crash. L'appareil est irrécupérable, mais l'équipage est sorti indemne et aucune perte en vie humaine n'est à signaler. Lionel Zinsou est en campagne dans les province du Bénin depuis l'officialisation de sa candidature contestée au sein même de la mouvance présidentielle. Déploiement d'une mission africaine de prévention et de protection forte de 5000 hommes au Burundi. Après avoir rejeté l'idée du déploiement, le gouvernement burundais a organisé des manifestations contre. À leur appel, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans toutes les provinces du Burundi. Notons que le Burundi est plongé dans une profonde crise depuis la candidature fin avril du président Pierre Nkurunziza, réélu en juillet à un 3e mandat que l'opposition, la société civile et une partie de son camp jugent contraire à la Constitution et à l'accord d'Arusha qui a mis fin à la guerre civile de 1993 et 2006. 3 civils tués et 3 militaires blessés, c'est le bilan d'une riposte des forces armées de la RDC à une attaque des ADF du Nord Kivu, selon le lieutenant Marc Hakzunka, porte-parole de l'opération Sokola. Opposés au président ougandais Yoweri Museveni, les ADF sont accusés d'être responsables d'une succession de massacres et d'attaques dans le territoire de Béni et aux confins de l'Ituri voisine et ont coûté la vie à plus de 500 civils depuis octobre 2014 selon l'ONU. Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans le monde grâce au satellite Eutelsat 16A, sachez que l'information continue sur www.burkinainfo.tv.